Chapitre 3. Comment Olivier Twist fut sur le point d'attraper une place qui n'eût pas été une sinécure. Après avoir commis le crime impardonnable de redemander du gruau, Olivier resta pendant 8 jours étroitement enfermé dans le cachot où l'avait envoyé la miséricorde et la sagesse, le crime impardonnable de redemander du conseil d'administration. On pouvait supposer, au premier abord, que, s'il eût accueilli avec respect la prédiction du monsieur au gilet blanc, il aurait pu établir, une fois pour toutes, la réputation prophétique de ce sage administrateur, en accrochant un bout de son mouchoir à un clou dans la muraille, et en se suspendant à l'autre. Il n'y avait qu'un obstacle à l'exécution de cet acte, c'est que, par ordre exprès du Conseil, signé, paraphé et scellé de tous les membres, les mouchoirs, étant considérés comme objets de luxe, avaient été, à toujours, interdits aux pauvres du dépôt. L'âge si tendre d'Olivier était un second obstacle aussi sérieux. Il se contenta de pleurer amèrement pendant des journées entières, et, quand venaient les longues et tristes heures de la nuit, il mettait ses petites mains devant ses yeux pour ne pas voir l'obscurité, et se blottissait dans un coin pour tâcher de dormir. Parfois il s'éveillait en sursaut et tout tremblant, il se collait contre le mur, comme s'il trouvait, à toucher cette surface dure et froide, une protection contre les ténèbres et la solitude qui l'environnait. Il ne faut pas que les ennemis du système s'imaginent que, pendant la durée de son emprisonnement, Olivier fut privé du bienfait de l'exercice, du plaisir de la société, ou des consolations de la religion. Quant à l'exercice, comme le temps était beau et froid, il avait la permission de se laver tous les matins sous la pompe, dans une cour pavée, en présence de Monsieur Bumble, qui, pour l'empêcher de s'enrhumer, activait chez lui la circulation du sang au moyen de fréquents coups de canne. Quant à la société, on l'amenait tous les 2 jours dans le réfectoire des enfants, et on lui administrait une verte correction, pour le bon exemple et l'édification des autres. Bien loin de lui refuser les avantages des consolations religieuses, on le faisait entrer, à coups de pied, dans la salle, tous les soirs, à l'heure de la prière, et il avait la permission d'écouter, pour sa plus grande consolation, la prière de ses camarades, revue et augmentée par le Conseil, dans laquelle il demandait d'être bon, vertueux, content et obéissant, et d'être préservé des fautes et des vices d'Olivier Twist, qu'on présentait ainsi comme exclusivement placé sous le patronage et la protection de Satan, comme un échantillon direct des produits de la manufacture du diable.
Tandis que les affaires d'Olivier prenaient cette tournure favorable et avantageuse, il advint un matin que M. Gamfield, ramoneur de son métier, descendait la grande rue en se creusant la tête pour savoir comment il payerait plusieurs termes de loyer, pour lesquels son propriétaire devenait fort exigeant. Il avait beau supputer et calculer, il ne pouvait arriver au chiffre de 5 livres sterling dont il avait besoin. Dans son désespoir de ne pouvoir parfaire cette somme, il se frappait le front, puis frappait son baudet alternativement, lorsque, en passant devant le dépôt, il jeta les yeux sur l'affiche collée sur la porte. Oh oh, dit M. Gamfield à son baudet. Le baudet était en ce moment tout à fait distrait, il se demandait probablement s'il n'aurait pas à son déjeuner 1 ou 2 trognons de choux pour se régaler. Quand il serait débarrassé des 2 sacs de suie qu'il traînait sur une petite charrette, il ne prit pas garde à l'ordre de son maître et continua son chemin. Monsieur Gamfield adressa au baudet un gros juron, courut après lui, et lui appliqua sur la tête un coup qui eût brisé tout autre crâne que celui d'un baudet. Puis, saisissant la bride, il lui secoua rudement la mâchoire pour le rappeler à l'obéissance. Il lui fit ainsi faire volte-face et lui donna un autre coup sur la tête, de manière à l'étourdir jusqu'à son retour. Ensuite il monta sur le perron pour lire l'affiche. Le monsieur au gilet blanc était debout devant la porte, les mains derrière le dos, après avoir opiné avec profondeur dans la salle du conseil. Il avait assisté à la petite dispute entre M. Gamfield et le baudet, il sourit avec satisfaction en voyant le ramoneur s'approcher de l'affiche, car il vit tout de suite que M. Gamfield était bien le maître qui convenait à Olivier. M. Gamfield sourit aussi, en parcourant la fiche, car c'était justement 5 livres sterling qu'il lui fallait, et, quant à l'enfant dont il devait se charger, il pensa, d'après le régime du dépôt, qu'il devait être de taille à grimper dans un tuyau de poêle. Il relut l'avis d'un bout à l'autre, syllabe par syllabe, puis, portant respectueusement la main à sa casquette fourrée, il aborda le monsieur au gilet blanc. Il y a ici un enfant que la paroisse veut mettre en apprentissage, dit M. Gamfield. Oui, mon bonhomme, dit le monsieur au gilet blanc avec un sourire bienveillant. Que lui voulez-vous? Si la paroisse veut qu'il apprenne un état bien agréable, comme de ramoner les cheminées par exemple, dit M. Gamfield, j'ai besoin d'un apprenti, et je suis disposé à m'en charger.
Entrez, dit le monsieur au gilet blanc. Monsieur Gamfield alla d'abord donner à son âne un coup sur la tête et une rude secousse à la mâchoire, par manière de précaution, pour qu'il ne lui prît pas fantaisie de s'en aller, puis suivit le monsieur au gilet blanc dans la salle où Olivier Twist avait vu le gentleman pour la première fois. C'est un état bien sale, dit monsieur Lankins, quand Gamfield eut réitéré sa demande. On a vu des enfants qui ont été étouffés dans les cheminées, dit un autre monsieur. C'est à cause qu'on mouillait la paille avant de l'allumer pour les faire redescendre, dit Gamfield, il n'y a que de la fumée, pas de flamme. D'ailleurs, la fumée n'est bonne à rien pour faire descendre un enfant, elle ne fait que l'endormir, et c'est justement ce qu'il veut. Les enfants sont très entêtés, voyez-vous, très paresseux, il n'y a rien de si bon qu'une belle flamme pétillante pour les faire descendre 4 à 4. Ça vaut mieux pour eux, voyez-vous, à cause que, s'ils sont pris dans la cheminée, ils se trémoussent mieux pour se tirer d'affaire, quand ils se sentent retirer la plante des pieds. Cet éclaircissement parut amuser beaucoup le monsieur au gilet blanc, mais un coup d'œil plus grave de monsieur Lankins mit fin à sa gaieté. Le conseil se mit à délibérer pendant quelques minutes, mais à voix si basse, qu'on n'entendait que ces mots, diminution de dépenses. Soyons économes, l'occasion de publier un bon rapport, encore n'entendait-on ces expressions que parce qu'elles étaient répétées souvent avec énergie. Enfin cette conversation à voix basse eut un terme, et les membres du conseil ayant repris leur siège et leur attitude majestueuse, monsieur Lankins dit. Nous avons examiné votre demande, et nous ne pouvons l'accueillir. Nous la repoussons complètement, dit le monsieur au gilet blanc. Sans hésitation, ajoutèrent les autres membres. Monsieur Gamfield se trouvait sous le coup de l'accusation frivole d'avoir déjà fait périr 3 ou 4 enfants sous le bâton, il lui vint à l'esprit que le Conseil, par un singulier caprice, faisait peut-être entrer en ligne de compte dans sa décision cette circonstance accessoire. S'il en était ainsi, les administrateurs sortaient évidemment de leur manière de faire habituelle. Pourtant, comme Gamfield ne se souciait nullement de raviver ce souvenir, il se mit à tourner sa casquette dans ses doigts et s'éloigna lentement de la table. Ainsi, messieurs, vous ne voulez pas me le donner, dit-il en s'arrêtant sur la seuil de la porte.
Non, répondit Monsieur Lankins, ou du moins, comme c'est un métier malpropre, nous sommes d'avis que la récompense offerte devrait être diminuée. La physionomie de Monsieur Gamfield devint radieuse, il se rapprocha bien vite de la table et dit. Combien voulez-vous me donner, messieurs? Voyons, ne soyez pas trop durs pour un pauvre homme, combien me donneriez-vous? Il me semble que ce serait bien assez de 3 livres 10 chelins, dit Monsieur Lankins. C'est encore 10 chelins de trop, dit le monsieur au gilet blanc. Allons, dit Gamfield, mettons 4 livres, messieurs. Mettez 4 livres, et vous en êtes à tout jamais débarrassé. Est-ce dit? 3 livres 10 chelins, répéta Monsieur Lankins avec fermeté. Tenez, messieurs, partageons le différend, dit Gamfield avec insistance. 3 livres 15 chelins. Pas une obole de plus, répondit Monsieur Lankins avec la même fermeté. Bah, bah, sottise, dit le monsieur au gilet blanc. Ce serait encore une bonne affaire que de le prendre pour rien. Prenez-le, niais que vous êtes. C'est un enfant comme il vous en faut, il a souvent besoin de correction. Cela lui fera du bien, et son entretien ne sera guère coûteux, car depuis sa naissance il n'a jamais eu d'indigestion. Ah ah ah. Monsieur Gamfield jeta un coup d'œil sournois sur les membres du conseil, et, voyant le sourire sur toutes les figures, il se laissa aller à rire aussi lui-même. L'affaire fut conclue. Et Monsieur Bumble reçut l'ordre de mener le jour même Olivier Twist devant le magistrat qui devait signer et approuver le contrat d'apprentissage. En conséquence de cette détermination, le petit Olivier fut, à sa grande surprise, tiré de sa prison, et on lui fit mettre une chemise blanche. À peine avait-il terminé cette toilette inaccoutumée que Monsieur Bumble lui apporta un bol de gruau, et, comme au jour de fête, 2 onces un quart de pain. À cette vue, Olivier se mit à pleurer à chaudes larmes, pensant avec assez de vraisemblance que, si on l'engraissait de la sorte, c'est que le conseil avait l'arrière-pensée décidé de le tuer dans quelque vue d'utilité humanitaire. N'allez pas vous rendre les yeux rouges, Olivier, mais mangez bien et soyez content, dit Monsieur Bumble d'un air magistral.
Vous allez entrer en apprentissage, Olivier. En apprentissage, monsieur, dit l'enfant tout tremblant. Oui, Olivier, dit monsieur Bumble. Les hommes bienfaisants et généreux qui vous tiennent lieu de père, Olivier, puisque vous n'en avez pas, vont vous mettre en apprentissage, vous lancer dans la vie, faire de vous un homme, bien qu'il en coûte à la paroisse 3 livres 10 chelins. 3 livres 10 chelins, Olivier, 70 chelins. 140 pièces de 6 pence. Et tout cela pour un misérable orphelin, qui n'est aimé de personne. Monsieur Bumble s'arrêta pour reprendre haleine, après avoir prononcé cette allocution d'un ton doctoral, les larmes inondaient le visage du pauvre enfant et il sanglotait amèrement. Allons, dit monsieur Bumble avec moins d'emphase, car son amour-propre était flatté de l'impression que causait son éloquence. Allons, Olivier. Essuyez vos yeux avec les manches de votre veste, et ne pleurez pas dans votre gruau, c'est agir comme un sot, Olivier. Sans aucun doute, car il y avait déjà assez d'eau dans le gruau sans cela. En se rendant chez le magistrat, monsieur Bumble apprit à Olivier que tout ce qu'il avait à faire, c'était de paraître bien content, et, quand on lui demanderait s'il voulait entrer en apprentissage, de dire qu'il ne demandait pas mieux. Olivier promit d'obtempérer à ces 2 injonctions, d'autant plus que monsieur Bumble lui donna doucement à entendre que, s'il y manquait, on ne pouvait répondre de ce qui lui en adviendrait. Arrivé au bureau du magistrat, il fut enfermé seul dans un petit cabinet, où monsieur Bumble lui ordonna de l'attendre. L'enfant y resta une demi-heure, palpitant de crainte. Et au bout de ce temps monsieur Bumble entr'ouvrit la porte, montra sa tête sans tricorne et dit à haute voix. Olivier, mon ami, venez trouver le magistrat. En même temps, lançant à l'enfant un regard menaçant, il ajouta tout bas, attention à ce que je t'ai dit, petit vaurien. En entendant ces 2 manières de parler un peu contradictoires, Olivier regarda ingénument monsieur Bumble avec de grands yeux, mais celui-ci prévint toute observation de la part de l'enfant, en l'introduisant tout de suite dans une pièce voisine, dont la porte était ouverte. C'était une grande salle avec une grande fenêtre. Derrière un bureau élevé, siégeaient 2 vieux messieurs à tête poudrée, dont l'un lisait un journal, tandis que l'autre, à l'aide d'une paire de lunettes d'écaille, parcourait un petit parchemin étalé devant lui.
Devant le bureau, Monsieur Lumpkins était debout d'un côté et de l'autre Monsieur Gamfield, avec sa figure noire de suie, tandis que 2 ou 3 gros gaillards à bottes à revers paradaient dans la salle. Le vieux monsieur à lunettes s'assoupit peu à peu sur le petit morceau de parchemin, et il y eut une courte pause, après qu'Olivier eut été placé par Monsieur Bumble en face du bureau. Voici l'enfant, votre honneur, dit Monsieur Bumble. Le vieux monsieur qui lisait le journal leva un instant la tête, et éveilla son voisin en le tirant par la manche. Ah, voici l'enfant, dit le vieux monsieur. Oui, monsieur, répondit Monsieur Bumble. Saluez le magistrat, mon ami. Olivier s'arma de courage et salua de son mieux. Les yeux fixés sur la perruque poudrée des magistrats, il se demandait s'ils venaient tous au monde avec cette étoupe blanche sur la tête, et si c'était à cela qu'ils étaient redevables d'être magistrats. Eh bien, dit le vieux monsieur, je suppose qu'il a du goût pour l'état de ramoneur. Il veut être ramoneur, n'est-ce pas? Il en raffole, votre honneur, répondit Bumble en pinçant sournoisement Olivier, pour lui faire comprendre qu'il ne devait pas dire le contraire. Si demain on voulait lui faire embrasser un autre état, il se sauverait immédiatement. Et voici l'homme qui doit être son maître. Vous, monsieur, vous le traiterez bien, n'est-ce pas? Vous le nourrirez, enfin vous en aurez bien soin, dit le vieux monsieur. Quand je dis oui, c'est oui, répondit Monsieur Gamfield d'un air rébarbatif. Vous avez le ton brusque, mon ami, mais vous avez l'air d'un honnête homme plein de franchise, dit le vieux monsieur en tournant ses lunettes vers le candidat à la prime de 5 livres sterling, dont l'extérieur hideux respirait la cruauté. Mais le magistrat était presque aveugle et moitié en enfance, aussi ne pouvait-on s'attendre qu'il vît aussi clair que tout le monde. Je m'en flatte, monsieur, dit Monsieur Gamfield avec un affreux sourire. Je n'en doute pas, mon ami, répondit le vieux monsieur en affermissant ses lunettes sur son nez et en cherchant des yeux l'encrier. C'était le moment critique de la destinée d'Olivier. Si l'encrier s'était trouvé à la place où le vieux monsieur le cherchait, il y eût trempé sa plume, il eût signé l'acte d'apprentissage, et Olivier eût été emmené sur l'heure.
Mais le hasard voulut que l'encrier fût précisément sous son nez, et qu'il le chercha des yeux de tous côtés sans l'apercevoir. Pendant cette recherche, il jeta les yeux en face de lui, et son regard rencontra la figure pâle et bouleversée d'Olivier Twist, qui, en dépit des coups d'œil significatifs et des pinçons de Bumble, considérait l'extérieur affreux de son futur maître avec une expression d'horreur et de crainte, trop visible pour échapper même à un magistrat à demi aveugle. Le vieux monsieur s'arrêta, posa sa plume et regarda monsieur Lunkins qui prit une prise de tabac, en affectant un air de gaieté et d'indifférence. Mon enfant, dit le vieux monsieur, vous avez l'air pâle et épouvanté. Pourquoi cela? Éloignez-vous un peu de lui, Bedeau, dit l'autre magistrat en posant son journal et en se penchant vers Olivier d'un air d'intérêt. Voyons, mon enfant, qu'avez-vous, n'ayez pas peur. Olivier tomba à genoux, et, joignant les mains, supplia les magistrats d'ordonner qu'on le ramenât au cachot, disant qu'il aimait mieux mourir de faim, être battu, être tué même, si on voulait, plutôt que d'être remis à cet homme qui le faisait trembler. Bien, dit monsieur Bumble levant les yeux et les mains de l'air le plus majestueux. Bien, Olivier, de tous les orphelins rusés et trompeurs que j'ai jamais vus, tu es bien un des plus effrontés. Taisez-vous, Bedeau, dit le second magistrat, quand monsieur Bumble eut achevé ce superlatif. Je demande pardon à votre honneur, dit monsieur Bumble, qui ne pouvait en croire ses oreilles. Est-ce à moi que s'adresse votre honneur? Oui, taisez-vous. Bumble demeura stupéfait. Ordonnez à un bedeau de se taire. C'était le monde renversé. Le vieux monsieur à lunettes d'écaille regarda son collègue, et lui fit un mouvement de tête qui témoignait de son approbation. Nous refusons notre sanction à cet acte d'apprentissage, dit le magistrat, et en même temps il jeta de côté la feuille de parchemin. J'espère, balbutia monsieur Lunkins, j'espère que, sur le témoignage sans valeur d'un enfant, les magistrats ne suspecteront pas la conduite des autorités. Les magistrats ne sont pas appelés à se prononcer sur ce sujet, dit d'un ton bref le vieux monsieur. Reconduisez cet enfant au dépôt et traitez-le bien. Il paraît en avoir besoin.
Le soir même, le monsieur au gilet blanc affirma de la manière la plus nette et la plus formelle qu'Olivier, non seulement se ferait pendre, mais écarteler par-dessus le marché. Monsieur Bumble hocha la tête d'un air sombre et mystérieux et dit qu'il souhaitait que l'enfant tournât bien, à quoi Monsieur Gamfield répondit qu'il aurait souhaité que l'enfant lui fût confié. Ce souhait semblait en contradiction directe avec celui du bedeau, bien que Bumble et Gamfield fussent d'accord sur beaucoup de points. Le lendemain matin, le public fut informé de nouveau qu'Olivier Twist était encore à louer et que quiconque voudrait s'en charger recevrait 5 livres sterling.